Vous étiez en train de voler les affaires des gens sans les payer. Et ensuite, il a fini assassiné. Qu'est-ce que c'était? Aussi, le programmeur a dit que vous faisiez ça, et il a fini par être tué. C'est horrible. Qu'est-ce que c'était? C'était aussi une grande tragédie. Il s'est suicidé avec une arme qu'il avait achetée. C'est difficile à dire, mais j'ai lu tout le dossier médical. Ça ne vous semble pas étrange? Non, il a définitivement été tué. Je pense qu'il a été tué sur vos ordres. Tu crois à ça? La question venait du journaliste Tucker Carlson. Altman lui a répondu que la mort de son ancien employé ressemblait à un suicide. Je suis Marcos Campos et cette interview a ravivé une grande controverse, d'accord? En novembre 2024, le chercheur Soutir Balaj, âgé de 26 ans, a été retrouvé mort dans son appartement à San Francisco. La police a conclu qu'il s'agissait d'une mort auto-infligée. Il s'est infligé cela lui-même. Quelques heures seulement après la découverte, on commençait déjà à en parler. La famille, cependant, conteste la conclusion et croit qu'il s'agit d'un meurtre. Aujourd'hui, je présente les faits des deux côtés, la version officielle de la police et les contestations de la famille du jeune homme. Franchement, il y a pas mal à voir, tu sais. Comment une personne en voyage d'anniversaire avec un ami 5 jours avant a-t-elle été retrouvée morte dans sa salle de bain? Selon la cause officiellement avancée, en plus d'autres circonstances qui se sont produites ce jour-là, peu de temps avant. D'ailleurs, à qui appartenaient donc ces supposées mèches de perruque qui ont été retrouvées là et dont personne dans l'enquête officielle n'a parlé directement? Et qu'y avait-il sur la clé USB qui aurait disparu de chez lui, justement la semaine où son nom est apparu dans les documents de la procédure pénale? Une procédure à plusieurs milliards? Découvrons tout cela en détail. Alors passons aux faits. Soutir Balajin était américain. Il est né le 21 novembre 1998 en Floride. La famille, elle venait tout juste d'arriver d'Inde. Elle était partie pour les États-Unis l'année précédente. Et peu de temps après la naissance de Soutir, ils ont déménagé à Cupertino, en Californie. Ses parents travaillaient dans la technologie, donc Soutir a grandi entouré de programmeurs dès son enfance. Et il a aussi commencé à toucher au code à l'âge de 11 ans à 13 ans déjà. Il avait assemblé son propre ordinateur à partir de zéro. Et tu sais, dans la Silicon Valley, un enfant qui touche à l'informatique, c'est la règle, pas l'exception. Mais Soutir, lui, il était déjà à un niveau au-dessus de la moyenne, tu vois. Il a étudié à la Monta Vista High School, qui est une école de Cupertino, un véritable vivier de jeunes très doués en mathématiques et en informatique. En 2015, il est arrivé en finale de l'Olympiade d'informatique des États-Unis. Avec ce parcours, il est donc allé dans l'une des meilleures universités du pays, Berkeley. Il a obtenu son diplôme en informatique en 2021 avec une moyenne presque parfaite et il est passé directement de l'université à OpenAI, embauché personnellement par l'un des cofondateurs de l'entreprise, John Schuman. Et Schuman n'a peut-être pas un nom aussi connu que Sam Altman, mais c'est l'un des gars qui a fondé OpenAI, d'accord? Au tout début, justement, avec Altman, Elon Musk et tout un tas d'autres personnes, ce gars-là ne fait pas entrer n'importe qui dans l'entreprise, tu sais. Quand il a misé sur Sutir, c'est parce qu'il a vraiment vu le potentiel. Une pièce clé à ce moment précis où l'entreprise en avait besoin, tu vois. Elle était en train de se structurer et tout. Sutir est resté presque 4 ans chez OpenAI, de novembre 2020 jusqu'à août 2024. Il a travaillé sur plusieurs projets, mais il y en a eu deux qui ont été importants, disons, pour l'histoire. Le premier, c'était le WebGPT, n'est-ce pas? Qui était une version antérieure de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de ChatGPT. Le second, et le plus important, a été son travail sur le GPT-4. C'est un modèle qui est en quelque sorte le cerveau du GPT, n'est-ce pas? Que le monde entier a commencé à utiliser à partir de 2022. C'est ça, et Sutir a été l'un des gars responsables de collecter et d'organiser tout le contenu d'Internet qui a servi à entraîner cette intelligence-là. En d'autres termes, Sutir a mis la main sur le code le plus précieux de l'industrie de l'IA à ce moment-là. Et pour que tu aies une idée de son importance au sein de l'entreprise des années plus tard, alors qu'il était déjà décédé, John Schuman lui-même a écrit un texte d'hommage pour lui. En disant ceci, que les contributions de Sutir ont été essentielles et que ce projet n'aurait pas réussi sans lui. Mais à un certain moment, entre le travail quotidien chez OpenAI et aussi le lancement de ChatGPT dans le monde, quelque chose a commencé à déranger Sutir. Et c'est peut-être ici l'un des grands maillons de cette chaîne. Pour que vous compreniez la façon dont l'entreprise collectait du matériel pour entraîner ChatGPT, selon Sutir, était pour le moins problématique.
OpenAI prenait des livres, des articles de journaux, des reportages, des posts sur Internet, n'est-ce pas? Elle prenait tout ce qui était en ligne, sans demander la permission à personne, sans payer qui que ce soit. Et cette énorme masse de contenu devenait le cerveau de l'intelligence artificielle, qui était ensuite vendu comme produit de l'entreprise. Tout cela selon le raisonnement de Sutir, d'accord? Au début, d'après ce qu'il a lui-même raconté dans des interviews plus tard, il pensait que ce travail était destiné à la recherche pure, sans but commercial. Mais quand il s'est rendu compte qu'en réalité, il était en train de construire un produit valant des milliards sur des choses qui, selon lui, n'avaient pas été correctement licenciées, il a commencé à approfondir de lui-même la loi américaine sur les droits d'auteur. Non, il n'était pas avocat, évidemment. Il était programmeur, mais il a commencé à lire, c'était un gars intelligent. Et plus il lisait, plus il était convaincu que tout cela était illégal. Précisons une chose ici, d'accord? C'était son interprétation. OpenAI nie tout cela jusqu'à aujourd'hui, conteste devant les tribunaux. Et aucun tribunal américain n'a décidé jusqu'à présent si entraîner une IA avec des données protégées constitue ou non une violation des droits d'auteur. Imaginez si cela changeait l'interprétation des tribunaux. Le chaos mondial que cela causerait, hein? En août 2024, Sushir a décidé de partir alors, et il a dit à qui voulait l'entendre une phrase qui allait devenir sa marque de fabrique dans tous les articles par la suite. Si vous croyez en ce que je crois, vous devez quitter cette entreprise. Il est parti, mais pas en silence. Le 23 octobre 2024, il a publié un texte sur son site personnel avec un titre qui, en français, serait à peu près quand l'IA générative peut-elle être considérée comme un usage équitable? Et c'est un texte assez lourd, plein de calculs. Sutir essayait de démontrer, avec des calculs mathématiques, que ChatGPT ne réussissait pas à un test spécifique utilisé par la loi américaine pour décider si l'utilisation d'un contenu est légale ou non. Et son argument était le suivant. L'intelligence artificielle n'était pas utilisée pour éduquer ni pour faire de la recherche. Elle était simplement utilisée pour créer des substituts au contenu original. Une concurrence directe avec écrivains, journalistes et artistes. Les personnes qui avaient écrit le matériel, que l'IA avait maintenant consommé, devaient en quelque sorte copier, tu vois. Le même jour, le New York Times a publié un long reportage avec Sushir. C'était la première fois qu'un ancien employé d'OpenAI sortait publiquement pour faire ce genre d'accusation contre l'entreprise. Dans cette interview-là, Sushir a dit une phrase qui était même devenue virale. Selon lui, l'IA générative faisait plus de mal que de bien. Puis, le 18 novembre 2024, l'affaire a pris un tournant dans une pétition devant la justice américaine, déposée par les avocats du New York Times lui-même. Et ici, il faut donner un peu de contexte, d'accord? Le journal a intenté un procès de plusieurs milliards de dollars contre OpenAI pour usage abusif de contenu. Le procès est toujours en cours, hein, sans décision finale. Ces avocats ont donc désigné Sushir Balaji comme l'une des personnes qui pourraient avoir des documents pertinents pour étayer ces accusations. En d'autres termes, le journal indiquait qu'il pouvait être un témoin clé dans l'un des plus grands procès contre une entreprise technologique de l'histoire récente. C'était un lundi. Son nom a été ajouté au dossier ce jour-là. 7 jours plus tard, le 25 novembre, OpenAI elle-même a accepté de revoir tous les dossiers de Sushir qui étaient stockés dans les systèmes de l'entreprise afin de les remettre pour la procédure. En d'autres termes, l'entreprise a accepté d'aller chercher en interne, de rassembler tout ce qu'il avait produit pendant presque 4 ans, n'est-ce pas, qu'il a travaillé là-bas, et de l'envoyer à la partie plaignante. Et c'est ce même 25 que la mère de Sushir, Purima Ramaral, a commencé à s'inquiéter, d'accord? Mais pour que tu comprennes pourquoi elle a commencé à s'inquiéter, il faut qu'on revienne environ 4 jours en arrière dans la chronologie de cette histoire, d'accord? 21 novembre, Sushir a eu 26 ans. Et ce qu'il a fait pour son anniversaire, hein, selon la famille, ce n'était pas le comportement de quelqu'un de déprimé, ni sur le point de mettre fin à ses jours. Il était en voyage, avec un groupe de potes. Il avait en gros retrouvé ses amis du lycée, et ils étaient partis sur l'île de Catalina, au sud de la Californie. C'était un voyage en mode sac à dos, tu vois, de la randonnée avec tout le groupe. Et sur les photos qui sont sorties après, Sushir a l'air vraiment heureux. Il sourit, il est détendu. Genre, il s'amusait vraiment, tu vois. Du moins, apparemment. Les amis qui étaient avec lui, d'ailleurs, ont dit à la presse qu'il était normal, qu'il faisait les mêmes blagues que d'habitude et qu'ils étaient même en train de prévoir un prochain voyage en Alaska. Et le lendemain, le 22 novembre, il est retourné à San Francisco. Et en fin d'après-midi, il a parlé avec son père au téléphone. Une conversation père-fils, banale, tu vois, des banalités. Sushir a parlé du voyage, il a dit qu'il allait bien, ils ont convenu de se voir en janvier.
là, lors d'un événement technologique à Las Vegas. Son père a raccroché pensant qu'il reparlerait à son fils dans quelques jours au plus tard. C'était leur dernière conversation documentée. Tout ce que je vous dis est très important, car cela va arriver maintenant, d'accord? Y compris cela. Le soir, ce jour-là, Suchir s'est fait livrer son dîner. Il y a même des images des caméras de sécurité de l'immeuble qui le montrent avec la nourriture à la main. Il est allé à la réception, il a pris la commande, tout s'est bien passé. Il marche normalement, il ne semble pas, tu sais, ivre ou drogué, rien de tout ça, il est totalement normal. Il prend la nourriture, puis il monte à l'appartement. Là-haut, il se serait installé à l'ordinateur et aurait commencé à faire des recherches. Ensuite, les autorités ont même confirmé que les choses qu'il a recherchées concernaient l'anatomie du cerveau humain. Ce qui est, disons, un détail pour le moins intrigant, n'est-ce pas? Dès cette nuit-là, plus aucun contact avec Sushir Balaji. Samedi, dimanche, lundi, 3 jours sans aucune nouvelle de lui. Sa mère a commencé à trouver ce silence étrange, n'est-ce pas? Elle a essayé d'appeler, il ne répondait pas, elle envoyait des messages sans réponse, elle a parlé à ses amis, personne ne savait rien. Le lundi 25 novembre, elle s'est rendue elle-même à l'appartement. Elle a frappé à la porte, personne n'a répondu. Ce même soir, elle a appelé la police. Lors de ce premier échange avec la police, elle a entendu qu'on ne pouvait pas faire grand-chose à ce moment-là. Le mardi 26 novembre, donc, elle est retournée au commissariat et a officiellement déposé une demande. Ainsi, la police s'est rendue à l'adresse, un immeuble appelé Akemi Apartments, situé sur Buchanan Street, dans le quartier de Lower Haight, à San Francisco. C'était au 4e étage, appartement 409. Vers 1h de l'après-midi, ils ont demandé à l'administration de l'immeuble de leur donner accès et sont entrés. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de cet appartement va justement dépendre du point de vue qu'on adopte face aux contestations de la famille. D'accord? Selon la version officielle, celle qui est sortie dans les premières heures, y compris dans la presse, ils ont trouvé Sushir mort dans la salle de bain de l'appartement, avec une balle dans le front. Son pistolet, un Glock qu'il avait lui-même acheté au début de cette année-là et enregistré à son nom, était sous sa jambe. La police a alors conclu à un tir auto-infligé. Pas de signe d'effraction, aucun indice de lutte avec une tierce personne, rien n'a été volé. Et c'est ici qu'entre l'argument physique le plus solide de la version officielle, d'accord? Un argument qu'aucune des autres versions n'a réussi à réfuter jusqu'à aujourd'hui. La seule entrée de l'appartement, la porte d'entrée, était verrouillée de l'intérieur avec un verrou à double tour. Les fenêtres du 4e étage ne s'ouvraient que d'environ 10 cm, juste assez pour l'aération, mais pas assez pour que quelqu'un puisse passer par là, n'est-ce pas? Les registres électroniques de l'immeuble, le système de caméra, la carte d'accès indiquant qui l'a utilisé et les images de sécurité. Aucune entrée dans cet appartement n'a été enregistrée pendant la période où Sushir serait mort. Pour la police, donc, affaire classée. La seule personne dans cet appartement, à ce moment-là, c'était la victime elle-même. La mère avait été prévenue par téléphone ce même jour. Et d'après ce qu'elle a raconté plus tard, c'était la dernière fois que la police a parlé directement à la famille au sujet de l'affaire. Les 3 amis les plus proches de Sushir, ceux qui avaient voyagé avec lui à Catalina 5 jours plus tôt, ainsi qu'un autre collègue qui travaillait aussi à OpenEye, n'ont jamais été interrogés par les enquêteurs de l'affaire. Toujours selon ce que la famille a dénoncé à la presse, d'accord? Ensuite, dans les semaines suivantes, ce sont les parents de Sushir qui ont commencé à poser les questions. Des questions auxquelles, pour eux, personne n'avait répondu. La première chose qui a attiré leur attention, c'est qu'il n'y avait pas de lettre d'adieu. Rien sur l'ordinateur, sur le téléphone portable, aucun papier manuscrit. Mais à ce sujet, il faut donner un peu de contexte ici, d'accord les gars? L'absence de lettres, comme ça, toute seule, ce n'est la preuve de rien, d'accord? Parce que selon des études sur le suicide, dans la majorité des cas, il n'y a pas de lettres laissées. C'est la règle, pas l'exception, d'accord? Mais avec tout ce qui suit, la famille considère cela comme un autre élément qui ne colle pas. Deuxième point. Selon la description des parents et des experts privés qu'ils ont engagés ensuite, l'appartement n'était pas seulement en désordre, il était complètement retourné. Comme si quelqu'un avait cherché quelque chose de précis et avait tout fouillé jusqu'à trouver. La poubelle de la salle de bain était renversée loin du corps de Sushir. Ses écouteurs sans fil, les AirPods, étaient jetés là par terre, tachés de sang. Et là, sur les lieux aussi, des touffes de perruques. Des touffes synthétiques, comme ça, trempées de sang à l'entrée de la salle de bain. Il faut noter quelque chose d'important qui est apparu dans un reportage du SF Standard en janvier 2026, d'accord? Les images des caméras piétons des policiers, tu sais? Des caméras qui sont portées sur le corps. Donc, ils sont entrés dans l'appartement. Et ces images montrent que le sang était concentré dans la zone de la salle de bain et aussi à l'entrée de la salle de bain, et non répandu dans tout l'appartement comme l'a affirmé la famille en interview. Et cela ne clôt pas l'affaire d'un côté ou de l'autre,
Mais c'est une information qui mérite d'être présentée ici, n'est-ce pas? Eh bien, la troisième chose, l'ordinateur de Soutir était allumé, avec l'écran ouvert comme il l'avait laissé. Et selon sa mère, il manquait un objet spécifique dans l'appartement. Une clé USB que Soutir gardait dans un endroit précis là-bas. Cette clé USB, toujours selon la famille, contenait des informations liées à l'affaire du New York Times. Quand les parents sont entrés après que la police a autorisé l'accès, la clé USB n'était plus à sa place habituelle. Et puis il y a une quatrième chose, et celle-ci était l'une des plus commentées, d'accord? La caméra de sécurité de l'ascenseur de l'immeuble avait les fils coupés. C'est un détail important, non? Ce n'était pas une caméra dans son appartement, mais celle de l'ascenseur de l'immeuble. La mère de Soutir a publié la photo de cette caméra sur les réseaux sociaux des mois plus tard, affirmant que les fils avaient été coupés environ 7 jours avant la mort de son fils. Face à tout cela, les parents de Soutir ont donc engagé des experts de leur propre initiative. Ils ont collecté de l'argent via une cagnotte en ligne qui a débuté à 85 000 $ et a ensuite beaucoup augmenté. Pour que vous ayez une idée à quel point les gens penchaient du côté de ce que disait la famille et non du côté officiel. Pour que vous ayez une idée de l'engagement des gens, plus de 125 000 $ ont été récoltés en dons en seulement quelques heures. Alors ils ont engagé un médecin légiste basé en Inde, le docteur Dinex Raoul, un expert renommé. Et voici déjà le premier point à considérer, d'accord? Le docteur Raoul a rédigé son rapport uniquement à partir de photos de la scène de ce qui s'est passé là-bas. Il n'a pas examiné directement le corps de Soutir, d'accord? Et le rapport du docteur Raoul a eu du poids, oui, du point de vue de la famille. Cet expert a qualifié l'enquête initiale de la police, ce sont ces mots « d'accord les gars », d'incomplète et d'inadéquate. Il a relevé un motif de sang incompatible avec un tir auto-infligé et des indices montrant que Soutir aurait résisté et lutté. Du sang répandu là d'une manière qui, selon lui, était compatible avec une personne qui avait rampé ou s'était débattue avant de mourir. Et ici, il y a une divergence directe entre les deux versions de l'histoire, d'accord? Le rapport officiel qui a été signé par le directeur exécutif du bureau du médecin légiste de San Francisco, David Cyrano. Sewell, avec le chef de la police de la ville, Bill Scott, dit que la balle est entrée par l'avant du visage de Soutir et est sortie par l'arrière, sous un angle descendant qui serait compatible avec quelqu'un se tirant dessus lui-même. En revanche, le rapport privé commandé par la famille et réalisé par le docteur Dinex O affirme au contraire que la balle est entrée par l'arrière de la tête, sous un angle qui, selon cet expert, serait physiquement impossible à Soutir de se tirer lui-même, tu vois. C'est-à-dire, 2 expertises ont été réalisées, tu vois, analysant cette blessure avec des descriptions opposées. Et ici, il y a 2 points importants à prendre en compte aussi. La famille n'a jamais publié la copie complète du rapport privé. Donc, on juge une version filtrée par la famille, d'accord? Et l'avocat de la famille lui-même a déclaré à la presse par la suite qu'il ne qualifierait pas ce document de preuve concluante d'assassinat. Et ici, un autre point sensible apparaît dans cette histoire, le GHB. Le rapport officiel a trouvé 3 substances dans l'organisme de Soutir: alcool, amphétamine et GHB. Ce GHB, d'ailleurs, est un dépresseur du système nerveux central, qui est devenu connu comme la drogue du viol, n'est-ce pas? Justement parce qu'il peut être utilisé pour incapaciter une personne, n'est-ce pas, pendant l'agression. Mais ce qui devient controversé dans cette affaire, c'est ceci. Le médecin légiste officiel classe ce GHB comme endogène. Endogène est un terme technique qui signifie que la substance a été formée naturellement dans le corps lui-même, surtout après la mort, et encore plus dans les corps qui restent plusieurs jours sans être retrouvés. Autrement dit, comme pour Soutir, non? Peut-être dû à un processus de décomposition. Cependant, la famille conteste cette version. Elle soutient que le taux retrouvé serait trop élevé pour être naturel, et que cela indiquerait que quelqu'un aurait administré du GHB à Soutir avant sa mort. Parce que selon ses parents, si c'était quelque chose qu'il avait fait lui-même, il aurait peut-être été trop diminué pour réussir à faire ce qu'il aurait soi-disant fait. Et il y a un autre élément dans le rapport officiel, d'accord? Le taux d'alcool dans le sang de Soutir était de 0,178%. Pour que tu comprennes la loi américaine sur l'ivresse au volant, on considère quelqu'un comme ivre à partir de 0,08 à l'alcotest. Donc Soutir avait pratiquement le double. Plus que le double, non? Ici aussi, la famille conteste, d'accord? Selon leur version, la police n'a trouvé aucune bouteille, canette ou récipient d'alcool dans l'appartement. Et la commande de nourriture qu'il a passée, non? Cette nuit-là, seule de la nourriture a été livrée, pas de boisson.
Alors comment aurait-il pu avoir autant de drogue dans le corps, sachant qu'il est arrivé l'après-midi et a parlé à son père? Il a parlé calmement comme si de rien n'était. Et le soir, il commande à manger et peu après, il meurt. Une mort auto-infligée. Et selon ses parents, aucun signe qu'il avait ça dans l'organisme ou qu'il l'ait fait lui-même, tu vois. C'est ce que je veux dire. On dirait que tout a été fait et tout a été caché, non? Ces drogues, ces canettes, l'alcool, les bouteilles. Enfin, quoi qu'il en soit, ça donne à réfléchir. Mais il y a aussi un détail important, d'accord? Un détail donné par la famille aux enquêteurs et autorités, inclus dans le rapport du médecin légiste. La mère a déclaré à l'enquête que, dans les semaines précédant la mort, Souchir avait traversé, selon ses propres mots consignés dans le rapport, un stress important récemment, qu'il avait démissionné et qu'il cherchait un autre emploi. La famille affirme dans toutes les interviews qu'il n'avait jamais montré aucun signe d'idée suicidaire. Mais la police utilise cette déclaration de la mère elle-même, ajoutée au taux élevé d'alcool dans son sang, en tenant aussi compte de la recherche qu'il avait faite sur l'anatomie du cerveau sur l'ordinateur, peu avant ce qui s'est passé. Tout cela finit par créer en somme une réflexion, un raisonnement qui peut avoir du fondement, n'est-ce pas? Et la version officielle est justement celle-là qui soutient la thèse du suicide. Mais il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Il y a les images de la caméra, non? Le gars a aussi l'air normal. Très peu de temps avant ce qui s'est passé. Tout cela est très étrange. Les parents de Souchir ont constamment fait pression. Ils ont enchaîné interview sur interview dans tous les médias qui acceptaient d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Le 30 décembre 2024, la mère a publié un message sur X disant que les examens privés ne correspondaient pas à la cause du décès déclaré par la police. Ce même jour, Elon Musk, qui a un historique public de conflit avec Sam Altman, a répondu au poste de la mère avec une seule phrase. Autrement dit, il confirmait qu'il pensait vraiment que ce n'était pas un suicide. Et tout de suite après, la mère a parlé avec Tucker Carlson, ce journaliste que j'ai montré au début de l'épisode. La mère de Souchir a raconté la version de la famille à Tucker, donc à toute l'audience américaine. Et le même jour que cette interview, un membre démocrate du Congrès des États-Unis a publiquement demandé au FBI d'enquêter plus sérieusement sur cette affaire. La conseillère municipale de San Francisco, Jackie Fielder, a également rejoint les voix qui s'interrogeaient. Le FBI, interrogé par un journaliste, a donné sa réponse habituelle. Il ne confirme ni ne nie qu'il y avait une enquête en cours. Ici, il y a peut-être un autre élément évident. C'est un maillon de cette chaîne, n'est-ce pas? Le 31 janvier 2025, les parents ont intenté une action en justice contre la police de San Francisco elle-même, exigeant la divulgation du rapport complet de l'enquête. 2 semaines plus tard, le 14 février, la police et le médecin légiste en chef de la ville ont publié une lettre de 4 pages, ainsi que le rapport officiel de 13 pages. Et voici un détail qui recontextualise cette partie de l'histoire. Suite à la publication des documents, la famille a abandonné son action contre la police. C'est la famille qui a retiré sa propre plainte après que les documents ont été rendus publics. Et c'est ce rapport officiel qui soutient la version du suicide jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Et puis en septembre 2025, on arrive justement à cette scène qui a ouvert cette vidéo ici. Tucker Carlson s'est assis là avec Sam Altman, le PDG d'OpenAI, et pendant la conversation, Tucker a déclaré en ses propres termes. Il considérait que la mort de Soutir Balaji avait été définitivement un assassinat. Non, il a été définitivement assassiné, je pense. Il affirme qu'il a été assassiné. Sur ses ordres. Il était complètement déconcerté là, les gars. On peut le voir dans le reportage, dans l'interview, non? Mais en somme, il a dit que, pour lui, oui, ça ressemblait à un suicide. Et Soutir était comme un ami, non? Pas un ami personnel, mais il a travaillé longtemps là-bas chez OpenAI. Il avait beaucoup lu sur l'affaire, comme Tucker lui-même. Les deux sont restés là à discuter devant les caméras, et l'interview est vite devenue virale dans le monde entier. Le lendemain donc, Elon Musk est réapparu sur X, commentant cette interview-là, et il a été très direct, et il a dit qu'il avait été assassiné. Et le 22 septembre 2025, les parents ont ouvert un nouveau front juridique. Ils ont intenté une action pour décès injustifié devant le tribunal civil de San Francisco, cette fois contre le complexe d'appartements où Soutir vivait. Les défendeurs sont la société propriétaire et le gestionnaire de l'immeuble. La plainte réclame au moins $1 million de dommages et avance plusieurs allégations graves contre l'immeuble. Ces allégations n'ont pas encore été prouvées en justice, d'accord? Et ce qui figure dans ces allégations du procès, c'est que le complexe n'aurait fourni que 2 jours d'images des caméras de sécurité, alors que la famille en avait demandé 7. Justement la période qui couvrirait le voyage de Soutir à Catalina et son retour. La deuxième chose, c'est que le gérant de l'immeuble aurait été licencié juste après avoir montré aux parents de Soutir les images des caméras du garage. Et l'administration, toujours selon le dossier, aurait ensuite affirmé que ces caméras ne fonctionnaient même pas
contredisant ce que le gérant lui-même avait déjà montré. Et il y a plus, un extracteur d'air aurait été installé dans l'appartement de Soutir après sa mort, sans avertir la famille. Quatrièmement, des colis adressés à Soutir sont arrivés à l'immeuble après sa mort. Et certains de ces colis, selon l'allégation, étaient liés à son travail de lanceur d'alerte. Ces colis auraient disparu sans explication. Pourquoi est-ce important? Parce que si la théorie de la famille est correcte, quelqu'un aurait dû entrer dans cet appartement sans que Soutir le sache, ou avec lui, et les caméras de l'immeuble devraient montrer qui est monté et descendu à cet étage, n'est-ce pas? Pour la famille, fournir seulement 2 jours d'images au lieu des 7 demandés, n'est-ce pas? Cela pourrait paraître suspect, non? Pour l'immeuble, cependant, cela pourrait n'être qu'une négligence administrative. Perte de fichiers, système saturé. Mais ici, je dois donc revenir à un détail un peu bizarre de toute cette histoire, c'est la touffe de perruque là-bas. Tu te souviens? Eh bien, ce sont des détails étranges de cette scène. Personne n'a su l'expliquer publiquement. Ni la police, ni les défenseurs de la thèse du suicide. Même la plupart des journalistes qui ont couvert l'affaire ne l'ont pas fait. À l'entrée de la salle de bain de l'appartement du chercheur en intelligence artificielle de 26 ans, il y avait 2 touffes de cheveux synthétiques trempés de sang. Tout ce que l'on sait sur le style de vie de Soutir, sur toutes les photos, dans tous les récits de la famille, il ne portait pas de perruque, il n'avait pas d'extension, rien de tout cela. Il n'avait pas non plus l'habitude de se déguiser. Il n'avait pas de petit ami connu à sa mort pour expliquer ses cheveux postiches chez lui. Le reste de la perruque n'a jamais été retrouvé dans l'appartement. Et selon la famille, la police ne mentionne pas ce détail dans le rapport officiel. La théorie des parents et de leurs enquêteurs est la suivante. Quelqu'un serait entré dans l'appartement déguisé avec une perruque. Ensuite, à l'intérieur de l'appartement, il y aurait eu une sorte de confrontation, de bagarre, n'est-ce pas? C'est ce qu'ont affirmé les experts qu'ils ont engagés. Et là, la perruque serait tombée à cet endroit. Le gars, dans la précipitation, est parti en courant sans la voir. Cette théorie familiale tente d'expliquer les autres points contestés. L'appartement sans dessus-dessous indiquerait une lutte. Ou la recherche de quelque chose de spécifique. La clé USB peut-être. Le GHB dans le sang. Toujours selon la famille, il aurait été administré par cette personne pour incapaciter Soutir avant le tir. La caméra d'ascenseur au fil sectionné aurait permis à cette personne d'entrer sans être filmée. Et la disparition de la clé USB, n'est-ce pas? Ce serait la motivation pratique de toute l'affaire. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir là-dessus? S'il y avait vraiment des documents qui pouvaient compromettre quelqu'un dans les procès contre OpenAI, cette histoire avec le New York Times et tout ça. Maintenant, avant de se précipiter pour affirmer une version, il est important de préciser une chose aussi. Tout cela est une théorie élaborée par la famille et les experts qu'ils ont engagés, d'accord? Aucune autorité publique n'a confirmé ce fait. De l'autre côté, la police a des preuves matérielles solides soutenant la thèse du suicide. Des résidus de poudre sur les 2 mains du défunt, son ADN sur l'arme. La porte verrouillée de l'intérieur, les fenêtres infranchissables, même pour un enfant maigre. Les enregistrements électroniques de l'immeuble ne montrent personne d'autre entrant dans l'appartement. Durant cette période, Soutir a mené des recherches sur l'anatomie cérébrale. Quelques heures avant les faits, la déclaration de sa mère, consignée dans le rapport officiel, indiquait qu'il traversait récemment une période de stress. Pour la police, tout cela clôt l'affaire. La version officielle n'est pas absurde, n'est-ce pas? Elle n'expliquerait tout simplement pas, selon les parents et les experts de la famille, les touffes de perruques et quelques autres détails. La clé USB disparue, les fils coupés de la caméra de l'ascenseur, le gérant de l'immeuble licencié juste après avoir montré les images, on dirait presque cette affaire de Celso Daniel, n'est-ce pas, Selem? Tous les impliqués meurent ou disparaissent. Et les colis qu'il a reçus là-bas ont disparu, supposément liés à l'affaire. Sans oublier les divergences dans les rapports d'expertise. L'un affirme que la balle est entrée ici, l'autre par derrière. Désormais, Soutir, décédé, ne peut plus témoigner et tout ce qu'il a pu écrire ou dire devient, selon le droit américain, une preuve indirecte. Que signifie cela concrètement? Les avocats de la défense, dans toute procédure contre OpenAI, peuvent donc demander l'exclusion de ces déclarations, car leur auteur ne peut plus être interrogé lors d'une déposition. Hé hé, c'est insolite, n'est-ce pas? Cette remarque alimente le débat public. Les procès pour droit d'auteur contre OpenAI se poursuivent devant la justice américaine. Le nom de Soutir figure dans les documents parmi ceux susceptibles de détenir des éléments pertinents. OpenAI dément tout. Jusqu'à présent, aucun tribunal américain n'a statué sur une éventuelle violation du droit d'auteur par l'entreprise. Les parents de Soutir poursuivent leur combat. Bon, les gars, la version officielle est arrêtée depuis février 2025. La police de San Francisco ne prévoit pas de rouvrir l'affaire, sauf preuve vraiment solide. Pour la police, le médecin légiste en chef de la ville, chargé des examens physiques, a conclu à un suicide.
Et c'est tout. Soutir Balaji est mort 5 jours après avoir fêté ses 26 ans. Il a participé à la création d'une technologie majeure et fut le premier de son entreprise à faire une telle accusation publiquement. 1 mois plus tard, il est mort. Tout ce qu'on possède, c'est ce que je viens de vous exposer. 2 interprétations du cas coexistent encore aujourd'hui. Toi qui me regardes, d'après les informations disponibles, celles que je viens de te présenter, qu'est-ce que tu dirais à propos de cette affaire? Laisse-moi un commentaire ici et profites-en pour t'abonner à la chaîne parce qu'il y a au moins 3 épisodes chaque semaine. Je veux savoir ce que vous avez pensé de tous ces détails. Dis-moi dans les commentaires ce que tu trouves de plus convaincant dans ce que la police a et ce que la famille affirme, d'accord? N'oublie pas de mettre un like et de laisser ton commentaire. Si tu ne veux pas en parler, mets juste un emoji. Deviens membre si possible, ça m'aide pour les productions, d'accord? Merci pour ta compagnie, bisous du roux, à bientôt pour le prochain épisode.